On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, La Liberté, j'allais te proposer une petite partie de Battleship, toi et moi. Je peux dire E4, puis là, tu dis toucher. Là, on joue à ça comme jusqu'à temps que j'ai coulé tous tes navires. Bon, évidemment, c'est de l'humour. Je ne veux pas couler aucun navire, soyons bien clairs. Mais on en a parlé plus tôt cette semaine. Le USS George Washington, un immense navire porte-avions, va venir relever le USS Abraham Lincoln, qui est cet immense pavillon là, qui est au large des côtes iraniennes. Et donc, ça laisse un trou, ce déplacement d'un porte-avions vers le théâtre des opérations, un trou dans la zone Asie. Et donc, si on ajoute à ça la nouvelle là, annoncée par le président Trump hier concernant la Corée du Sud, c'est comme si on se rendait du côté américain un peu vulnérable là, du côté de l'Asie du Sud-Est. Comment vois-tu ça de ton œil d'expert? Écoute, quand on prend un petit peu de perspective, on commente souvent, c'est pas toujours évident, le nez collé dans la vitrine, à chaud. Ouais. Mais si on prend un peu de perspective, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui vont continuer de changer dans la politique extérieure des États-Unis. Donc, si on prend la nouvelle à laquelle tu réfères, tout de suite, ça a fait réagir un bon nombre d'analystes et de commentateurs. On va laisser cette zone-là, qui est une zone fort importante, sans porte-avions. Donc, le USS George Washington qui va, tu l'as bien dit, relever l'USS Abraham Lincoln, ça, c'était nécessaire. On en était arrivé à ce point. Mais effectivement, ça crée un vide. Est-ce que c'est inédit? Non. Ça s'est déjà produit. Et ce qu'on dit pour rassurer donc ceux qui surveillent le théâtre d'opération, c'est qu'il y a encore suffisamment d'Américains puis d'autres types de navires pour sécuriser cette région. Mais coup sur coup, 2 journées d'affilée, on a des nouvelles qui soulèvent des questions qui sont, ma foi, bien légitimes. Ouais. Est-ce que la fin de ces entraînements aux côtés de la Corée du Sud, c'est un bon signal à envoyer aux alliés ou aux adversaires ou aux rivaux pour lesquels donc, on veut s'assurer de délimiter notre sphère d'influence? Puis on ajoute à ça maintenant ce que certains considèrent comme une vulnérabilité. Ouais. Mais on oublie que ça va aussi avec des engagements américains de la politique de sécurité nationale qui est en vigueur depuis le retour de Donald Trump. Par exemple, aujourd'hui circulait, le synchronisme ne me semble pas très bon parce qu'on n'a toujours pas débloqué ce fameux détroit, ni on n'est pas parvenu à résoudre non plus la question du nucléaire, mais on dit que les Américains songent à revoir à la baisse le nombre de militaires ou de bases militaires qu'il y a au Moyen-Orient sitôt que le conflit avec l'Iran serait terminé. Si on était un brin sarcastique ou qu'on a des doutes qui me semblent aussi bien raisonnables, on se dit, OK, c'est pas demain, mais dans la planification, donc on dit, on va être moins présent ou à tout le moins présent autrement au Moyen-Orient. Est-ce que c'est pour faire mieux avec moins? Ou si ça ne va pas finalement être le prolongement de ce que nous avait annoncé Donald Trump avec le America First, que de ramener finalement des troupes aux États-Unis, puis de se concentrer sur l'Amérique avant le reste de la planète. Mais tu nous l'as dit, oui. Tu me l'as dit souvent, Luc, America first is America alone. Là, puis je vois ça, tu sais, moi actuellement, les Européens, ils se sentent pas particulièrement bien avec les Américains. Les Européens se sentent bien avec les Américains. L'OTAN est remis en question. Les Américains ont complètement délaissé l'Ukraine. Tu sais, fait que de ce côté-là, c'est pas super. L'Afrique, on oublie ça. L'Asie du Sud-Est, là, il y avait le Japon, la Corée du Sud. On dit que c'est pas nécessaire. Puis d'ailleurs, Kim Jong-un est bien fin. Le Moyen-Orient, à la fin de tout, là, honnêtement, est-ce qu'il va rester de solidarité pro-américaine? Je vous pose la question, là, mais tu sais, je suis pas sûr que... Tu sais, Oman qui s'est fait menacer d'être bombardé hier, voilà. Koweït, Bahreïn qui a reçu des missiles iraniens, mais à qui la faute quand même? À l'agression américaine? Je veux dire, je comprends pas quelle zone d'influence il restera aux Américains à la fin de la présidence de Donald Trump. Même le Canada, il y a une partie des Canadiens qui veulent se désolidariser. C'est un peu exagéré peut-être, mais quand même, c'est vraiment un isolement total sur tous les fronts. Là. Quand j'ai souvent eu l'occasion de commenter ça, quand on disait, Donald Trump dit, on veut réduire finalement la présence américaine ou le rôle des États-Unis à l'étranger, en elle-même, l'idée n'est pas mauvaise. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé d'ailleurs sous les démocrates. De mémoire, Barack Obama l'avait très bien présenté à sa manière. Sa formule en anglais, c'était « lead from behind ».
on peut être au deuxième rang, puis que les autres, entre guillemets, dépensent ou sacrifient autant ou plus que nous. Mais entre une planification à moyen et à long terme, dans laquelle on maintient des ponts ou des canaux de communication avec nos alliés, entre ça et la politique à laquelle on assiste, ce que je trouve, c'est qu'il manque de perspective et il manque de vision à moyen et à long terme. On le sait, Donald Trump, s'il prend les décisions, lui dit souvent « moi, je suis bon dans le chaos ». Puis il l'avait répété d'ailleurs dans le premier mandat, c'est « on brasse tout ». Puis on va voir ce qu'on peut récupérer de ce qui tombe ou de ce qui reste. On va gagner à partir de ce qu'on va aller chercher parce qu'on va agir plus rapidement que les autres. Peut-être qu'en affaires, ça pouvait fonctionner dans ses prérogatives personnelles. Gérer un pays ou une politique étrangère de cette manière-là, pour le moment, ce que je vois effectivement, c'est que les États-Unis demeurent incontournables. C'est un très gros joueur. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de réduire, dans certains cas, notre dépendance ou notre relation? De pointer les Européens et le Canada, c'est déjà en marche, ce qu'on vient d'évoquer. C'est quand même assez particulier. Sinon, en politique intérieure maintenant des États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez, une des hérégies là, de la gauche, qui ne s'est jamais réclamée du socialisme officiellement, mais qui est clairement dans cette frange-là, j'ai l'impression, proche de Bernie Sanders, de M. Mamdani, a annoncé il y a quelques jours qu'elle a appelé ça Woke One, hein, la première mouture du wokisme. C'était peut-être une erreur de parcours, une erreur stratégique du Parti démocrate, de la gauche américaine. Je ne sais pas exactement ce qui va remplacer ce Woke One, mais déjà, comment vois-tu cette proclamation? Est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce qu'elle est pragmatique en disant ça? Première chose que j'aime bien que tu dises, elle est presque socialiste. En fait, elle est associée aux Socialist Democrats of America. Donc, ça va être la nouvelle étiquette. D'ailleurs, woke va être de plus en plus, va céder le pas, ça ne disparaîtra pas, mais ça va céder le pas au communisme comme, finalement, argument ou étiquette d'attaque. Ouais. On n'est pas encore rendu là, mais donc, elle était très associée à ça, et elle était très associée, Alexandria Ocasio-Cortez, à ce progressisme dit doctrinaire, où on y allait beaucoup avec le genre, avec une politique identitaire. Et j'ai presque envie de te dire, mais là, c'est très subjectif, enfin une progressiste qui, je pense, au plan stratégique, quand je dis enfin, a compris ce qu'elle devait faire pour que son parti et elle puissent aller de l'avant. Personne n'est naïf là-dedans. Dans l'exercice, Alexandria Ocasio-Cortez réfléchit à se présenter éventuellement au Sénat, dans l'État de New York, pour remplacer Chuck Schumer, et elle pense peut-être à la présidence en 2028. Que ce soit pour le Sénat ou que ce soit pour la présidence, elle ne peut pas traîner, entre guillemets, les casseroles de Woke One, cette première version. C'est d'ailleurs je t'arrête tout de suite quand même, Luc, parce qu'à la différence de communisme, je pense pas qu'Alexandria Ocasio-Cortez se proclamerait communiste, ni Mamdani, ni toute cette gang de joyeux lurons. Par contre, le wokisme, il revendiquait à être éveillé. Ils étaient woke. Là. C'est leur propre mot, c'est leur propre système de pensée. Alors que le communisme, c'est quelque chose qu'on emprunte ailleurs puis qui est peut-être un petit peu exagéré comme désignation. Le wokisme, c'est eux qui le réclamaient, qui se réclamaient de ça. Maintenant, on les pointe du doigt. Ils se réclamaient de ça, mais il y avait aussi la récupération stratégiquement très habile qu'on en a fait. On a pris finalement des cas d'exception de ces esprits éveillés. C'est ça le sens premier ou historique du terme. Awake, donc, se réveiller, voilà. Voilà, alors on est allé chercher les éléments les plus controversés de cet éveil à l'injustice, puis on en a fait finalement quelque chose qui est devenu le terme woke dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Reste qu'elle a compris que ce n'est pas dans des débats souvent de théoriciens, dans des débats très conceptuels, qu'elle va être capable de l'emporter ou d'unir le parti, ou en tout cas d'aller chercher des plus modérés pour se ranger derrière elle. Et c'est tout le combat du Parti démocrate à l'interne que je retrouve dans ce qu'a fait Alexandria Ocasio-Cortez. Et elle est bonne, Alexandria Ocasio-Cortez, pour les démocrates, bien sûr. Elle est bonne quand elle est pragmatique. Ouais. Et tu remarqueras qu'on la voit beaucoup en compagnie de Bernie Sanders. Et là où Bernie Sanders avait une force, c'est « je ne suis pas quelqu'un de la machine », il s'est toujours présenté comme outsider, mais regarde ce qu'il met de l'avant dans les vidéos qui sont devenues virales. Le prix de l'insuline, par exemple. Je ne sais pas si tu te souviens de cette vidéo où, accompagné d'électeurs,
il était venu accorder une conférence de presse, là, un photo-op au Canada pour dire, regardez ce que ça coûte au Canada comparativement aux États-Unis. Cher, oui, effectivement. Voilà. Le Canada, cité comme exemple de la santé, je t'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux. Hey, attends, avant qu'on se perde trop, il n'y a pas un danger dans ce recentrage d'AOC, et comme ici chez Québec solidaire, mais de perdre la frange radicale, justement, qui ne vit que de racisme systémique et de droits des trans et de identity politics et d'intersectionnalité. Je veux dire, ils sont là, ils votent, ils sont passionnés de leur vote, d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un danger en disant ceci, c'est comme on va remettre ça on va remettre le génie dans la bouteille? Est-ce qu'elle ne risque pas de s'antagoniser une partie de la gauche qui est nécessaire pour se faire élire? Si on parlait d'une autre région aux États-Unis que l'État de New York, puis la ville de New York essentiellement, là, où est Alexandria Ocasio-Cortez, je te dirais le calcul est simple à faire. Si elle va à l'encontre de la base, elle se tire dans le pied solidement. Le calcul qu'elle fait, c'est qu'elle peut conserver une partie de cette base tout en allant chercher des modérés. Et si elle veut se présenter au Sénat ou plus à la présidence, elle a absolument besoin de faire ça. Ce qu'on pense ensuite de ces purs et durs qui tiennent à leurs idées, c'est, ils pourraient continuer à voter Alexandria Ocasio-Cortez parce qu'on l'aime bien, sinon ils peuvent rester chez eux. Mais le pari qu'on fait, c'est que la base est malgré tout assez solide, même s'il y a un risque d'effritement. C'est un peu, puis écoute, c'est parce que je veux m'amuser et revenir un peu avec l'actualité chez nous, mais c'est un peu Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit, écoutez, on reporte le référendum après le départ de Trump. Que va faire la base des purs et durs, ceux qui veulent aller vers la dépendance de manière plus pressée? Demain matin, oui. C'est ça. Vont-ils aller ailleurs? Ils vont être déçus, c'est très clair, je pense. Mais ils vont demeurer péquistes et ils vont demeurer derrière le chef. C'est un peu ce calcul stratégique, au-delà de nos allégeances personnelles, c'est un peu le calcul stratégique auquel on pense quand on prend ce genre de décision. J'invite d'ailleurs les auditeurs et téléspectateurs à réécouter le segment de notre collègue Nick Payne ce matin et d'ailleurs qui en a fait un long texte. Il va sûrement finir par voter pour le PQ, mais il avait ses réserves sur cette annonce, je vais dire ça comme ça. D'ailleurs, Luc, comme il s'agit d'attendre l'après-Trump, peut-être que tu pourrais devenir stratège péquiste toi-même. Là. Il semble y avoir une corrélation entre l'indépendance du pays et la présidentielle américaine. Il va leur falloir des américanologues à ces gens. Donc, je vais leur filer ton numéro de téléphone. Tiens, Luc La Liberté. Écoute, je donne un coup de fil à Nick, puis on part tous les deux en équipe. Un nouveau parti, tiens. Merci, Luc. On se retrouve demain. Salut.